Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Librement Linux, épisode numéro 4. Oh là là, déjà numéro 4. On vous remercie d'être présent et d'ailleurs je remercie également le roi de la chips belge. Je présente Steve, pardon. Zut, j'ai oublié mon make-up. Le roi du qui passe XC, c'est l'ami Linux Friends. Hello. Ouais, enchanté. Nous revoici, on continue. Et le roi de la sortie de la news. Attention, tip top, le Dux masqué. Bonsoir. Allez, actualité open source, techno, Linux, tout ça, on va débattre, on va échanger nos idées, ça va fighter évidemment. Librement Linux, c'est au-delà de Windows. Et bonjour à tous, nous sommes le dimanche 2 juillet 2023. Oui, je me suis pas trompé, nous sommes bien 2023, le 2 juillet. J'espère que vous allez bien et bande de co-animateurs, vous allez bien ? Ouais. Ça va. Chips. Ouais. Elle était fine celle-là, elle était fine. Très bien, on va parler donc d'actualité. Il y a plein de news qui sont tombées malgré que nous sommes déjà début de l'été, mais non, il y a encore plein d'actualités. D'ailleurs, on voulait remercier les petits nouveaux qui sont arrivés sur notre salon Matrix. L'ami Linux, il s'appelle comment là, le petit nouveau qui nous a rejoint ? Tu te souviens ? Eh ben, Mr. Spock. Oui, on a eu Mr. Spock et on a eu Giovanni. Et Giovanni, donc on les remercie évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur le salon Matrix Librement Linux Podcast. Vous aurez toutes les infos dans le descriptif de cet épisode ou directement sur le descriptif de Librement Linux Podcast. Et ben on va commencer tout de suite avec le billet de la semaine présenté par notre ami Steve. Ah, ça c'est à mon tour. Eh ben oui, c'est ce que je disais, c'était à mon tour. Hey, salut Loulou. Alors, j'espère que ça va bien chez vous quand même, non ? Oui. Ouais, vous bousculez pas trop. Hein. Moi, ça va plutôt pas mal, hein, parce que franchement, je vous avoue, j'ai passé mon temps à chercher un sujet qui me tenait à cœur pour animer ce billet d'humeur. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, ah non, allez, laisse-moi le micro, c'est moi qui parle. Bah non, mais ça va, arrête, laisse tranquille. Non, mais fais pas ta chochotte, hein, c'est celui qui a le micro qui est le boss façon ici. Bon alors, mes petites moules, ici c'est Maurice. Hein. Alors moi, je vais vous dire, moi, votre Linux là, en fait, c'est pour les bigleux, les boutonneux. Ils sont nés avec un processeur dans la caboche. Mais qu'est-ce que tu racontes là ? Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Alors parce que primo, hein, Linux c'est compliqué. C'est réservé aux informaticiens. Non, pas du tout, Maurice, absolument pas. Enfin oui, d'accord, c'est vrai qu'à ses débuts, c'était réservé à des spécialistes, mais depuis plus de 15 ans, maintenant, c'est quand même devenu un peu plus accessible au public. Hein. Il est même limite plus simple d'utilisation que les dernières versions de Windows. Enfin, moi je trouve. Hein. Et puis Linux, c'est organisé de façon un peu plus logique. L'installation des logiciels est beaucoup plus simple et puis plus sûre, parce qu'elles sont regroupées dans une Logitech. Enfin, voilà. Aujourd'hui, moi je trouve que Linux est utilisé aussi bien par les enfants que par les personnes âgées. Hein, Cédric ? Hein ? Mais je te crois pas, parce que secondo primo, enfin ça veut dire dosio si vous avez pas compris, hein, c'est que Linux, tu pourras pas faire ce que t'as l'habitude de faire avec Windows. Comme par exemple regarder tes vidéos de petites chattes, ou même télécharger tes vidéos illégalement sur Browser. Si. Quoi, ça te choque, mais moi aussi j'adore regarder les petits chats. Non mais allez, arrête de faire ta tête de fion, Maurice, c'est bon, hein. Sur Linux tu retrouveras de toute façon les mêmes applications libres que tu utilises déjà sur Windows ou sur macOS. Hein. Par exemple, je te donne un exemple tout bête, hein, c'est Firefox, le navigateur web, ou LibreOffice pour la bureautique, ou Thunderbird aussi, hein, pour gérer tes mails. Bref, voilà, tu peux même éventuellement utiliser VLC pour écouter ta musique, regarder tes vidéos de Capé d'Anus, hein, enfin, t'en veux encore ? Là, je peux t'en donner, hein. Tu trouveras soit des applications, soit d'autres équivalentes gratuites. Tu pourrais faire tout ce que tu faisais sous Windows ou macOS et plus encore, hein. Car, par exemple, tu peux même jouer avec des jeux. Oui, enfin, grâce à Steam, et tu peux jouer à la plupart des jeux qui sont initialement sur Windows. Mais tu racontes des carabistouquettes. Alors, parce que troisième CEO, alors ça veut dire numéro 3, pour ceux qui savent pas encore compter. Eh ben, Linux, il est pas compatible avec tous les autres appareils, hein. Pas moyen, par exemple, d'imprimer avec mon imprimante, ou de scanner avec mon scanner. C'est pas compatible avec Linux. Mais non, mais dans la plupart des cas, il suffit simplement de brancher l'appareil, il est détecté immédiatement. Qu'est-ce que tu fais là ? Oui. Plus rarement, et c'est vrai qu'on peut rencontrer des petits problèmes, et ça arrive aussi bien sur Windows d'ailleurs, que tu dois télécharger et installer les pilotes depuis le site web du constructeur.
Arrête tes salamaïques. 2 fois seconde, ça veut dire égal quattro. Au cas où. Ouais, je sais, ça devient compliqué de compter jusque-là, mais petite moune, mais faites un effort quand même. Hein. De toute façon, il y a personne qui utilise Linux. Non mais, arrête tes conneries. Hein. Linux, c'est le noyau système le plus utilisé au monde. Tu as même probablement un smartphone qui fonctionne sous Android. Eh ben, figure-toi que ça, c'est du Linux, mon gars. Ouais. Après, la proportion des utilisateurs de Linux sur les ordinateurs, bon, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt marginal. Hein. On est à 2,5% de la totalité des utilisateurs d'ordinateurs. Ça fait quand même, soit dit en passant, ça fait quand même 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors franchement, voilà quoi. Ah mais tu commences à m'énerver avec tout ça, tes deux culs. Alors Chinko, c'est pareil qu'en aztèque, hein, c'est une langue que j'ai apprise quand j'ai été kidnappé par des guerrières amazones. Mes plus belles années d'ailleurs. Hein. Mais bon, je suis pas là pour vous raconter ma vie parce que si t'as problème avec Linux, de toute façon, il y aura personne pour t'aider. Mais t'es vraiment un ignare, pauvre type. Hein. Non mais franchement, l'entraide, c'est une des valeurs essentielles du monde des logiciels libres. Les utilisateurs Linux sont beaucoup plus enclins à t'aider, surtout en tout cas leurs semblables, en tant qu'utilisateurs d'autres systèmes. De nombreuses structures d'aide existent donc pour les utilisateurs de Linux. Ouais, bon, ça veut dire qu'en gros, t'es en train de me dire que le soir, là, comme ça, vous vous réunissez comme ça autour d'un feu de camp, la guitare à la main, pour ne pas parler d'autre chose, hein, et de faire cramer des marshmallows en chantant des chansons paillardes à la Belle Étoile. Non, il faut pas pousser quand même. Ça va pas, je préfère rester comme ça au chaud devant mon PC, ou au pire, regarder Koh-Lanta, c'est quand même plus safe. Hein. Voilà, c'est fini. Maurice, hein, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Ouais, attends, toi c'est l'ami Linux, c'est ça, hein, c'est comme ça que tu t'appelles, toi. Ah non, c'est pas lui. Lui, c'est Cédric, c'est le vieux. Ce Linux Friend, c'est celui qui a une voix de canard très très ronronnant. Tu vois, celui qui a presque une voix d'adolescent avec une grosse voix, tu vois. Ah oui. Et puis t'as le Tux branlé là. Non, c'est autre chose. Je t'expliquerai plus tard. Mais arrête, c'est des nouveaux potes, tu vas quand même pas foutre la chouille comme ça. Ouais, ça va, arrête, on est là pour s'éclater quand même. Hein. Bon, Maurice, il sera pas défrayé par contre de la chronique. Je le veux plus. Merci Steve, excellent. Il faudra qu'on se fasse une soirée ensemble, qu'on se rencontre, qu'on puisse discuter tous ensemble un coup. Qui ça, toi et moi, quand tu veux, mon loulou? Oui. Toi on et moi discutera, ça sera sympa. Autour du feu. J'ai chaud. Ça va réchauffer, tu vas voir. Allez, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec les brèves de notre ami le Tux masqué. Oui, bon, cette semaine, j'ai relevé 4 brèves. Alors la première, je ne sais pas si vous connaissez un site qui s'appelle linuxfr.org, qui est assez connu, qui parle de Linux, qui parle de logiciels open source, où il y a des guides, des longs billets d'explications de différents développeurs et tout ça. Et figurez-vous, ce site web, il est né le 28 juin 1998, et donc cette semaine, il fêtait ses 25 ans. Wow. Joyeux anniversaire. Trop la classe. Joli. C'est un site qui n'a pas pris une ride. Hein. Vous savez que l'affichage de Linux.fr n'a pas évolué en 25 ans, c'est toujours le même depuis le début. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais il dure et il perdure. Hein. Ah ouais, mais il est très, moi je l'ai catégorisé dans mes notes, je l'ai catégorisé entre blog et en effet news Linux, mais c'est un bon compromis entre les deux, ça permet d'avoir un autre aperçu, un autre point de vue que ce qu'on peut avoir ailleurs, c'est un bon site. Ouais, et puis en plus, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a les différentes communautés, par exemple Fedora ou GIMP et tout ça, avec les gens qui participent en France activement au développement de ces logiciels ou qui animent ces communautés, qui viennent poster des billets d'informations très pointus, bien expliqués, bien écrits. Et c'est très plaisant à lire, en tout cas, moi je recommande. Allez, faire fun. Alors, le site goodtech.info qui nous apprend cette semaine que les Fairphone 3, 3+, et 4 vont bientôt passer en Android 13. Alors, Fairphone 3 et 3+, aujourd'hui, ils sont en Android 11, donc ils vont faire un grand saut en avant. Et Fairphone 4 est en Android 12, il va y avoir encore une mise à jour, et en juillet, il passera aussi en Android 13. Ils ont écouté l'épisode précédent de Librement Linux alors.
Oh, certainement, voilà, oui, on en parlait justement la dernière fois de Fairphone, mais du prochain qui va sortir l'année prochaine, Fairphone 5. C'est ça. Pour plus d'informations, revenez écouter notre précédent podcast. C'est ça, avec De un toute processeur façon, avec faut- 5 ans de retard ou 10 ans de retard, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, faut pas le prendre avec Android. Si vous prenez un Fairphone, faut le prendre avec E. Non, Fondation. avec iOS, c'est beaucoup mieux. Ouais, bien sûr. Alors, troisième bref, pardon, je me trompe dans les numéros comme notre ami Steve. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les snaps qu'on installe sur Ubuntu, ils ont un store qui est consultable en ligne et pas forcément par l'application le Snap Store. Ce site il s'appelle le Snapcraft.io et le 30 juin, il a subi un gros lifting et il a changé de look. Alors c'est pas le premier à le faire puisque rappelez-vous en avril, le FlatHub, qui est le magasin, le store des applications Flatpak, avait subi aussi un lifting et a présenté une nouvelle interface. Oui, on en avait Moi, parlé. personnellement, On en avait parlé dans le podcast en mode libre. Oui, je me souviens de ça. voilà. Alors moi personnellement, autant la nouvelle interface du FlatHub me plaisait, je trouvais que c'était sympa avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes et puis il y a vraiment un grand changement. Autant la nouvelle interface du Snapcraft.io, m'a pas tellement marqué. Et je vois pas T'adhères pas. tellement de différence. Voilà. D'accord. Bon après, il faut dire que je sais pas s'il y a grand monde qui l'utilise et je pense que la plupart des gens qui veulent installer des snaps passent par le Snap Store, qui est en fait juste un GNOME Software snapisé. Et dernière info, le projet Zephyr et Arduino qui vont rejoignent la fondation Linux. Cédric ou Lani Linux, vous avez peut-être plus d'informations sur le... Ouais, non, je t'avoue, j'ai balancé la news, mais je pensais que c'est pas vraiment mon domaine en fait. Désolé. T'étais enthousiaste à l'idée ou pas? Ben, de toute façon, je trouve que c'est une bonne chose quand les gens rejoignent la fondation Linux. Oui, c'est toujours, je trouve que c'est toujours intéressant. Sauf quand c'est Microsoft, ça m'inquiète. Là, j'ai toujours un peu peur. Mais bon, oui, de toute façon, ça apporte toujours du plus, quoi. Voilà, ça fait du monde en plus qui. Oui, si, c'est bien. Ça fait de la manœuvre, ça fait des idées, ça fait du travail supplémentaire qui est fait dans l'objectif d'améliorer Linux. Donc, pourquoi pas? Alors pour rappel, donc Arduino a sorti cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, son Arduino Uno R4. Et en fait, qu'est-ce que c'est le projet Zephyr? En fait, c'est un projet donc qui est construit autour du noyau Linux et qui permet de faire des OS RTOS, c'est-à-dire des OS temps réel. Donc l'avantage de ce RTOS, c'est que il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de RAM, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de processeurs pour fonctionner. Justement, parce que le cahier des charges fait que ces petits composants n'ont pas 4 gigas de RAM. Généralement, ça se limite à quelques kilooctets en mémoire. Donc voilà, le but, c'est de faire tourner un noyau Linux sur ces petits objets portatifs pour qu'ils aient tous le même noyau et la même sécurité. Voilà. Ok, on va pouvoir enchaîner. Allez. Je vois que personne ne se renchérit, donc c'est tout bon. Oui, non, mais c'est bien. Je suis sûr que ça intéressera quelques personnes qui nous écoutent. Voilà. C'est pour ça que c'est toujours bien de donner des petites infos en plus. Après, bon, on va pas développer sur. C'est bien que toi, je sais que tu connais tout ça, donc c'est très bien. Très bien. Allez, on enchaîne. On va discuter autour des articles et notamment du piratage de smartphones. La NSA nous conseille quelques trucs. Ouais, alors c'est assez amusant parce qu'en fait, la NSA, c'est quand même c'est l'agence de surveillance américaine. Et c'est eux qui nous donnent le conseil de redémarrer notre téléphone pour éviter justement que des logiciels espions puissent nous espionner, quoi, et prendre éventuellement le contrôle de notre smartphone. Et donc, la NSA, ça veut dire Agence nationale de la sécurité américaine. Bon, et ils disent qu'il suffit de redémarrer son téléphone au moins 2 fois par semaine pour éviter d'avoir des logiciels espions qui prennent le dessus. Ils l'ont fait un petit peu après,
que ça a été dit en Australie. Mais bon, c'est marrant parce que c'est eux en général qui espionnent, mais ils aiment pas que les autres nous espionnent. Mais c'est bien, c'est un bon conseil effectivement. Redémarrer son téléphone, ça peut être une bonne chose. Ce qui est une bonne chose aussi, c'est de pas installer n'importe quelle application sur son smartphone et de savoir d'où ça vient et de lire un petit peu quand on installe. Si jamais un simple logiciel de prise de notes de texte vous demande de pouvoir prendre le micro et puis l'appareil photo en considération, là faut se méfier quoi. Mais bon, c'est toujours voilà. Donc en tout cas un conseil de sécurité qui vient de la NSA. C'est amusant. D'ailleurs l'article Génération NT donne un peu plus d'explications. Ils disent d'arrêter et redémarrer le téléphone au moins une fois par jour et de l'arrêter pendant un certain temps. 10 minutes, 15 minutes, voilà. Alors, et pourquoi ils veulent, ils aimeraient que tout le monde arrête, c'est pour pouvoir couper les connexions. En fait, quand un téléphone est allumé, il est connecté à un réseau de manière permanente. Et donc, le fait de l'arrêter, ça couperait ces connexions. Et donc, pendant cette période-là, toutes les connexions qu'il aurait pu établir tombent. Tout à fait. Voilà. Pas juste le redémarrer, l'arrêter pendant un certain temps et puis le rallumer. Par contre, la question est quand est-ce que je me suis posé la question parce que je me suis dit tiens, je vais reprogrammer le redémarrage automatique de mon téléphone et quand est-ce que je vais le faire ? Oh, à minuit, mais non, des fois, je suis encore réveillé. Et puis quand je suis pas réveillé, ça va me réveiller parce que le fait d'arrêter et redémarrer le téléphone, ça le fait vibrer, etc. Et en fait, dans l'article, en tout cas, je l'avais lu, il préconise plutôt de le faire à un moment où vous n'utilisez pas le smartphone, par exemple quand vous lavez les dents ou quand vous faites le petit déjeuner, etc. Donc pas nécessairement de programmer le redémarrage, mais ne pas oublier de le redémarrer pendant une période où vous n'en avez pas besoin. Voilà. Alors moi, j'ai un autre conseil. Quand vous voulez l'éteindre, faites-le quand vous allez le recharger, votre téléphone. C'est toujours un plus, parce que en même temps, la batterie, vous savez qu'elle va pas... une batterie, elle s'use souvent quand elle fait le yo-yo, quand elle se charge et en même temps elle se décharge. Donc si vous utilisez votre smartphone, vous téléphonez ou peu importe, vous allez sur internet pendant que vous êtes en train de le recharger, ça va détruire la batterie. Et donc du coup, vous l'éteignez, vous remettez votre téléphone en charge et pendant, je sais pas, ça dépend après des téléphones, mais pendant 1 heure ou 2 heures, moi j'ai un téléphone, il se recharge avec un chargeur spécial, en 1 demi-heure c'est fait, mais voilà, là vous le laissez éteint. Et quand c'est fini, vous récupérez votre téléphone, vous le rallumez et en même temps, ça fonctionne bien pour la batterie, quoi. Ça économise votre batterie. Après, il y a une autre solution. Moi, personnellement, quand je vais me coucher, je l'éteins et je le rallume le matin quand je me réveille. Oui, mais toi, t'as un réveil aussi à côté. Voilà, oui, j'ai séparé mon téléphone, ne sert qu'à téléphoner. Voilà, mais la plupart des gens, ils s'en servent pour téléphoner, envoyer des SMS et... mais tu fais pas ça tu t'envoies pas des SMS ou tu téléphones pas quand tu dors? Non, mais moi il me fait réveil matin aussi mon smartphone. Donc et qu'est-ce qu'il en pense, Vico, Steve? Il va le redémarrer son smartphone ou pas? Il en peut plus, il veut que je bouffe toutes mes chips. Non, mais en fait, je trouve que c'est un petit peu l'hôpital de Mère Teresa qui se fout un petit peu de la charité de pompon sur la Garenne, quoi. Tu vois, en gros, la NSA qui te dit, ouais, vas-y, pour sécuriser votre truc, éteignez votre GSM, tu vois. Oui, vous appelez ça un smartphone, moi j'appelle ça un GSM. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve un peu fort quand même qu'en gros, on vous met en fait un produit entre les mains qu'on sait très bien qu'on est fliqué comme pas perme et que finalement en fin de compte la plus grosse agence de flicage vous dise tiens les gars dites les gars en gros ça veut dire en gros écoutez on est un tout petit peu saturé au niveau justement du flux de données qu'on doit justement récolter, vous pouvez pas un petit peu lâcher la pression et couper votre GSM une fois de temps en temps, ça me fait vraiment plutôt penser à ça plutôt qu'autre chose la vérité. Je dirais même plus, c'est qu'ils ont trouvé autre chose pour encore plus nous fliquer et qu'ils en ont strictement rien à battre de ça en fait. Ouais, certainement aussi, ouais. Non, en fait, le vrai gros problème qu'ils ont, la NSA, c'est qu'ils ont tellement d'informations, tout est stocké sur des serveurs, mais en fait, ils ont énormément de mal à trouver ce qu'ils ont envie de trouver, quoi. Mais non, ils ont racheté Quant et ils vont pouvoir tout indexer maintenant. Non, mais il y a aussi un truc qu'ils nous disent pas la NSA, c'est que même le téléphone coupé, il collecte des données. Ah oui, exact. Parce que si on veut vraiment couper toute communication avec notre téléphone, faut retirer la batterie. Ah putain, ouais, c'est une blague. Donc là, c'est juste qu'ils en collectent un peu moins de manière
plus compliqué, peut-être plus complexe à élaborer, mais ils collectent quand même des données avec le téléphone éteint. Et j'avais même lu qu'ils étaient capables d'activer des micros, je crois, même le téléphone éteint. Alors, il y a vraiment le vrai gros risque, c'est même pas au niveau logiciel. Il y a un truc sur lequel on n'a absolument aucun contrôle et qui a apparemment le pouvoir de faire pas mal de trucs, de redémarrer ton téléphone, de mettre en marche les communications, de mettre en marche la géolocalisation. Oui, ça s'appelle ta femme. Ouais, c'est pas faux, ça. Et ben alors du coup, il y en a deux. Il y a ta femme et il y a aussi la carte SIM. Dans la carte SIM, il y a la possibilité de faire tout ça. Donc en fait, ton opérateur, l'opérateur téléphonique que tu vas prendre, il a la possibilité d'activer ton téléphone et de te géolocaliser, de faire absolument tout ça. Et c'est bon, après, il n'a pas le droit de le faire, mais il peut le faire. Voilà, la carte SIM, c'est vraiment c'est un des trucs, et ça, on n'a pas de pouvoir dessus puisque c'est pas logiciel, c'est physique, c'est la carte. Non, mais que c'est tu pour prends ça chez ton que opérateur. si on veut plus rien du tout, faut enlever la batterie. Oui. Oui. Très bien. Oui, Steve. Oui, moi j'avais quand même une question. Ce genre de conseil qu'on donne, il est destiné à nous, les simples petits utilisateurs? Parce que la vérité, franchement, quand j'y pense un peu, finalement, à part regarder, scroller sur TikTok, mater sur Facebook ou finalement regarder notre petite vidéo de petite chat sur YouTube, la vérité, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre vraiment, la NSA, de collecter des données chez nous, quoi? Bon, maintenant, je peux comprendre, hein, si c'est pour aller voir ce qui se passe chez Ping Ying Mong ou dans ta goule, tu vois, à la limite, ça je peux comprendre que si c'est pour aller voir ce qui se passe chez les Chinois, ça va, y a pas de problème. Mais là, la vérité, franchement, je vais le pas problème, moi ça dépend comment t'es placé dans la société. Si t'as des des fonctions qui les intéressent, ils peuvent te faire chanter. Ah ouais, mais là, c'est vrai que je suis un Belge méchamment dangereux, donc c'est vrai qu'effectivement, ils ont plutôt intérêt à regarder ce que je fais, surtout sur mes vidéos bragueurs, quoi. Si demain on te dit voilà, alors les élèves, vous allez leur apprendre ça, tu vas dire bah non, moi j'ai pas envie. Alors attendez, l'ami Steve, donc vous regardez ça. Est-ce que le gouvernement sait que vous regardez des films de petites chattes? Bon, ça peut pas être pire en Belgique, hein. On a déjà eu quand même des visionneurs un tout petit peu plus gravelots, quoi, donc ça va, quoi. Ça te permet d'avoir des bases de données, en fait, et ça te permet de savoir un petit peu ce que pensent les gens au niveau politique, au niveau... ça peut te permettre de savoir beaucoup de choses. Et puis, effectivement... Non, il y a McKinsey. Pardon? Il y a McKinsey pour savoir ce que pensent les gens. Oui, tout à fait. Ouais, Oula! Qui est tombé? C'est mon micro, c'est mon bras micro qui vient de se gameler. Je vais marquer qu'à 23, il va falloir que je baisse ton son. Très bien. Si vous l'entendez pas, oui, c'est le Tux masqué qui a cassé son micro. Enfin, il est tombé, bref. Tu voulais rajouter autre chose, l'ami Linux? Que d'aventure ce soir, n'est-ce pas? Oui, non, je voulais simplement dire qu'effectivement, de toute façon, ce qui les intéresse aussi beaucoup, c'est ils aiment bien cibler certaines personnes. Regarde le président français, avec ses 2 super téléphones Apple, il a été surveillé et toutes ses communications, qu'elles soient privées sur un téléphone ou qu'elles soient professionnelles sur le 2e téléphone, eh ben, ils ont été enregistrés. Voilà, donc effectivement, la surveillance, tu sais, les pays ils aiment bien se surveiller entre eux. Après, nous, citoyens, est-ce qu'on en a quelque chose à faire? C'est toujours sympa de leur mettre des bâtons dans les roues. Moi, ce que je peux faire, je le fais, quoi. Si jamais je peux éviter de me faire surveiller, j'évite. Voilà, même si effectivement, j'ai rien de spécial à me reprocher. Mais ce qui n'est pas reprochable aujourd'hui peut l'être demain d'ailleurs, hein. Tu peux être d'un parti politique qui peut être interdit dans quelques temps, par exemple. Oui, c'est ça, voilà. Ou tu peux être sympathisant pour une cause ou pour une autre et que demain cette cause est persona non grata et tu peux en effet te faire par blacklister exemple, pour des choses. Les fans des petites chattes, ça sera fini. Ouais, voilà, quoi. Ouais. Mais bon, après, le temps que, d'ici là, je pense que de toute façon, la Belgique n'existera plus d'ici à ce qu'en fin de compte, on fasse des choses répréhensibles par rapport aux gens qui sont amateurs de petites chattes, quoi.
Ouais. Bon, Allez. Allez, sujet suivant, parce que sinon on dérape de trop là. Ouais. Librement Linux, c'est une fois par semaine le dimanche. Normalement, on enregistre, comme vous l'avez compris. Attention, des chiffres. Sur Podcast Addict, nous sommes 2 abonnés. Et il y a eu cette semaine 48 écoutes de notre podcast, de notre épisode précédent. C'est trop la classe. J'adore ça. Allez, next. Moi je dis bravo parce que pour un podcast qui vient d'être lancé, 48 écoutes, c'est déjà pas mal. Ça le fait, ouais. Et moi, je suis quand même content de savoir qu'on est encore, pour le moment, plus d'animateurs que de personnes inscrites. Abonnés à Podcast Addict. On est supérieur là pour le moment. Hein. On est 4 quand même. Hein. Voilà, ok. Bon, Wikipédia ne sera plus enquiquiné par la loi sur la majorité numérique. C'est un article publié sur Numérama, et c'est l'ami Linux qui nous en parle. Numéramata, oui. Alors effectivement, c'est assez amusant parce qu'en fait, ils nous ont fait une loi pour essayer de limiter les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Alors, il faut demander une autorisation des parents, tout ça. Ils ont vu pour essayer de mettre un texte de loi comme ça. Et le souci, c'est que dans la définition de qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, ils ont inclus Wikipédia. Alors, c'est absolument formidable. Donc maintenant, les jeunes de moins de 15 ans, ils n'ont plus le droit d'aller sur Wikipédia. Bon, ils ont pas vraiment fait ça. Ils ont réussi à trouver quelque chose, mais ils ont adapté une loi pour dire que Wikipédia, ils le sortaient du lot et que c'était plus considéré comme un réseau social parce que c'était open source, parce que c'était gratuit et parce que c'était à but non lucratif. Mais bon, ça veut quand même dire que en amont, il y a un problème sur la définition de qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, quoi. Donc Mastodon, c'est open source, c'est gratuit, donc c'est pas un réseau social aussi, c'est ça ? Eh ben, écoute, de toute façon, ils ont fait une exception pour Wikipédia, pas pour Mastodonte. Donc voilà, Mastodonte, ça reste un réseau social. Alors déjà, je voulais juste préciser un truc, c'est que la loi n'est pas encore passée, elle est en discussion au Parlement français. C'est les sénateurs qui avaient fait un amendement qui faisait que la définition d'un réseau social version sénateur, ce qui prouve qu'ils ont une bonne maîtrise du sujet, ça englobait aussi Wikipédia. Et voilà. Et alors, après, ce que ça montre, toutes ces histoires-là, c'est que nos représentants ne comprennent rien du tout au numérique. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont en train de te pondre des lois, ils n'arrivent pas à te faire une définition de qu'est-ce que c'est qu'un réseau social. Voilà, donc Wikipédia, il est dedans, pas de bol. Alors je sais pas, pour eux c'est peut-être parce que chaque personne peut rédiger son article, donc tout le monde peut intervenir. Et après, tu as des modérateurs qui vont regarder ton article, qui vont vérifier les sources et qui vont le diffuser. Donc pour eux, c'est peut-être ça en fait, un site tout simplement de... Mais en tout cas, ça tombe dans le même truc que TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter, tout ça, c'est... Voilà, Wikipédia, il est dedans. C'est complètement absurde. Alors, la version la plus récente du texte dit qu'un réseau social est une plateforme permettant aux utilisateurs de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus sur plusieurs appareils. Voilà la définition du réseau social pour les législateurs. Et donc Wikipédia, ça permet de communiquer, ça permet de partager, ça permet de découvrir d'autres, et donc de cette définition-là, ça pouvait être considéré comme un réseau social. Oui, sauf que c'est pas un réseau social, mais c'est vrai. Non, c'est une encyclopédie, mais quand on prend le texte tel qu'il a été rédigé, ça pouvait en effet. Oui, ça prête à confusion. Je suis d'accord, ça prête à confusion, mais il y a un souci quand même dans cette définition. Il faut réussir à faire quelque chose qui fasse que Wikipédia n'est pas mis... Non, mais en tout cas, l'amendement là qui a été déposé justement en commission pour régler ce problème-là de Wikipédia fait que Wikipédia a un autre but, c'est les services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif et les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif sont une exception à cette loi. Ouais, enfin bon, ok. Ouais, ça me trouve le cul un peu tout ça, hein, j'avoue. Non, parce que moi je vous avoue franchement qu'en Belgique, si vous aviez envie de poser la question, en Belgique, nous, la majorité numérique, elle est à 13 ans.
Déjà, c'est déjà pas mal. En même temps, je vous avoue franchement que, encore une fois, on se retrouve dans une situation où ce sont des gars qui sont en train de dire, voilà, là, on va faire une définition. Ah, ben, la définition, la voilà. On va définir que finalement, bah, Wikipédia en fait ou fait pas partie. Mais en gros, si en fin de compte, tu prends la définition de, je sais pas, je vais te donner un exemple tout con, mais la définition d'une arme affûtée qui pourrait éventuellement intenter à la vie à quelqu'un. Ben, on va penser à un couteau, mais putain, mais un couteau à tartiner ou un couteau, tout simplement, c'est exactement la même chose. Et pourtant, on le fout quand même dans la main d'un gamin pour pouvoir tartiner sa tartine, sa biscotte. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où en fin de compte, encore une fois, je crois que c'est pas tant le fait de dire ouais voilà les autorités ou la législation va décider si oui ou non en fin de compte c'est bon ou pas bon pour vos gamins. C'est simplement qu'en réalité il y a d'autres personnes qui sont peut-être prioritaires pour définir finalement ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour votre gosse, quoi. Je veux dire, j'entends par là les parents déjà pour commencer, et puis deuxièmement, avant de répréhender ou de mettre des trucs comme ça par rapport justement aux informations numériques, mais bon sang, mais alors arrêtez de nous coller des princes de l'amour, des imbécilités de télé-réalité qui en fin de compte ne font que ramollir le cerveau des gamins, quoi. Enfin, je sais pas, mais tout vient de là aussi, hein, quand tu regardes Touche pas à mon poste et que tu vois en fait une hyène qui n'arrête pas d'aboyer pendant toute une mission. Enfin voilà, quoi, je suis désolé, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Je suis assez d'accord. Alors là, c'est pas pour savoir si le couteau à beurre peut être une arme ou pas. C'est simplement pour donner aux législateurs après les moyens de transposer ça dans la loi, et derrière, lorsqu'il y a des actions en justice, et ben de s'appuyer dessus. C'est pas en amont, c'est plutôt en aval qu'il faut regarder les conséquences de tout ça. Alors, il y a aussi un truc, c'est que là, actuellement, c'est dans le droit français. Après, au niveau européen, il y aura peut-être une transposition, et donc, quand ça sera transposé dans le droit européen, il faudra que tous les États membres de l'Europe appliquent une loi similaire et transposent dans leur loi ce règlement-là. Ouais. Comme ça a été fait pour la RGPD. Ouais, bah je fais comme quand j'étais gamin, hein, quand j'aurais envie de regarder un truc un petit peu plus olé olé ou Froufrou Magazine, qu'est-ce que je ferais? Bah je dis bah oui, bien sûr, j'ai plus de 13 ans, donc je peux regarder Brother Magazine, bah voilà, c'est tout, quoi. Ouais, mais bon, en France, là, ils sont en train de nous essayer de nous prendre une usine à gaz pour justement s'assurer que les enfants ne puissent plus accéder aux sites de cul en cliquant oui, j'ai plus de 18 ans. Donc ils vont interdire TikTok, c'est ça? Oui, certainement. Et YouTube, et etc., etc. Bon, on verra comment ils y arrivent techniquement, parce que j'ai un doute sur la question. Après, au niveau de l'âge... À part couper Internet, je vois pas trop de solution. Ouais. Après, par contre, au niveau de l'âge, 15 ans, ça a été mûrement réfléchi. Ça, par contre, ça a pas été pris au hasard. Ils se sont pas dit, allez, tiens, on va taper. Non, ça a été mûrement réfléchi avec des psychologues, tout ça, avec vraiment le niveau 15 ans, ça a été fixé, ça a été bien établi, bien réfléchi par contre. Bah, déjà théoriquement aujourd'hui, sans cette loi-là, comme en Belgique, à partir de les réseaux sociaux et tous ces trucs-là, c'est que à partir de 13 ans. Ouais, c'est ça. C'est comme en Belgique aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Sauf que là, bon, ils ont décidé de monter à 15 ans. Mais oui, mais ça à 15 ans, tu as c'est-à-dire que jusqu'à 13 ans, tu n'as pas le droit, mais entre 13 et 15 ans, il faut que tu aies l'autorisation parentale. Donc au-dessus de 15 ans, t'as plus besoin de l'autorisation parentale. Mais en tout cas, oui, ils ont augmenté jusqu'à 15 ans, mais ça par contre, ça a été mûrement réfléchi. Je sais plus exactement c'est quoi. J'avais regardé des choses là, j'avais vu. Je m'étais demandé pourquoi ils avaient augmenté à 15 ans. Et effectivement, ça c'est assez responsable, ça a été bien pensé. Voilà, je ne sais plus exactement pourquoi, mais c'est par rapport à tout ce qui se passe dans les écoles aussi, au niveau de la maturité. Et pour pas qu'il y ait des histoires aussi de chantage, de choses, de harcèlement. Et c'est pour ça, 15 ans, c'est estimé comme étant l'âge où tu peux être plus conscient de ton image numérique sur Internet, sur les réseaux et tout ça. Avant, tu ne peux pas vraiment être conscient de ce que tu fais, de ce que tu postes. Ah si, quoi. En fait, ça va rien changer. C'est juste que entre 13 et 15 ans, tu pourras t'inscrire, mais il faut que tes parents t'inscrivent pour toi. Mais une fois que t'es inscrit, si les parents ne surveillent pas ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tu peux toujours faire les mêmes conneries. On est d'accord, mais là, du coup, c'est de la responsabilité des parents. Mais au niveau J'ai deux questions. Ouais, j'ai deux questions. La première, c'est que ça a été mûrement réfléchi par des psychologues, etc., en tout cas pour la France et même pour la Belgique, hein, pour simplement définir la majorité numérique, pour justement, comme tu dis, éviter les dérapages autour justement de ce qui se passe dans les écoles, etc., etc. Bah, la première question, est-ce que ça marche?
Voilà, la deuxième question, c'est finalement un gamin qui en fin de compte à 14 ans et 64 jours, donc c'est-à-dire qu'il est à la veille de son anniversaire. Est-ce qu'il sera plus intelligent le lendemain quand il aura 15 ans? Bien sûr, ça a été scientifiquement prouvé. Non, Steve, chaque individu est différent. Tu vas même trouver des gens qui ont 50 ou 60 ans qui sont totalement immatures. Exactement, voilà, tu as tout compris, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, avant donc, il faudrait instaurer un permis. Avant 15 ans, avant 15 ans, tu peux pas, tu n'as pas vraiment la conscience. Ça change rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tes parents t'ont inscrit, le gamin, s'il est livré à lui-même quand il va sur son ordinateur ou qu'il a un smartphone et tout ça, il pourra faire toujours la même chose et il pourra toujours harceler les autres ou être harcelé. Ça n'empêchera rien, ça change rien cette limite. Oui, mais ça va limiter quand même les choses. C'est le gamin qui n'a pas l'autorisation et qui n'est pas inscrit. Moi je pense personnellement qu'il faut un accompagnement et de l'éducation au numérique, mais que ça soit aussi bien des enfants que des parents. Et c'est pas uniquement les enfants, parce que les enfants aujourd'hui, je sais pas en Belgique, mais nous en France, il y a des ateliers de sensibilisation qui vont dans les écoles, qui leur expliquent ce que c'est que les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire et tout ça. Mais derrière, les parents, ils savent même pas des fois se servir de TikTok. Et qu'est-ce qu'ils regardent leurs gamins sur TikTok? Mais c'est justement ça le problème. Je pense que justement, en fait, et tu as mis le doigt dessus, c'est qu'en fin de compte, on fait bel et bien des campagnes de sensibilisation aussi bien dans les écoles belges que françaises par rapport à tout ça. Et ça, franchement, chapeau, j'ai envie de dire que tant que ça marche et tant que ça se propage davantage, tant mieux. Mais le problème, c'est qu'en fin de compte, il y a un foutu gap entre les deux. Il y a les parents qui sont pas au courant. Et donc, risque des courses, un parent crétin, débile, qui en fin de compte laisse son gamin faire et qui en fin de compte l'encourage à la connerie, lui, il est pas au courant et il est pas à l'école pour être sensibilisé par rapport justement aux problèmes de harcèlement ou de n'importe quoi d'autre, tu vois ce que je veux dire, et c'est ça le souci, c'est pas, encore une fois, ce que c'est comme je dis, la véritable autorité, c'est le parent, et résultat des courses, si t'as un parent con, t'auras un gamin pas très intelligent. Non, c'est pas une question d'avoir un parent con ou pas, c'est que les parents sont complètement dépassés, hein. J'ai participé justement à ce genre de réunion dans les collèges, et les parents sont complètement dépassés. En fait, c'est les enfants qui expliquent comment fonctionne un smartphone, de base, rien que pour passer des appels. Donc de là à aller configurer Snapchat ou Facebook ou TikTok pour activer le contrôle parental, t'imagines bien que le gosse va pas montrer ça à ses parents. Donc, mais la question se pose pas. En fait, en gros, le parent, même si en fin de compte il est dépassé, qu'il s'y connaît pas, en fin de compte, il a quand même un peu de bon sens. Si en fin de compte, tu vois ce que je veux dire. Non, ils sont complètement largués, largués. En fait, le gamin, il arrive à la maison, maman, ma copine m'invite à rejoindre TikTok pour échanger, pour dialoguer avec elle. Voilà comment ça se passe. Ah bon, c'est vraiment pour échanger avec elle? Oui, c'est simplement pour échanger avec elle. Et une semaine après, qu'est-ce que le parent s'aperçoit? Il s'aperçoit que les vidéos qu'elle poste, en fait, c'est public et tout le monde y a accès. Et je te raconte même pas le contenu de la vidéo. Ouais, c'est un problème de parents. Mais il y a aussi un vrai problème, c'est l'illettrisme numérique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, et c'est pas que des enfants, c'est de tous âges, de 0 à 77 ans, voire plus. Il y a des gens qui ne connaissent rien à l'informatique, qui sont obligés de le subir aujourd'hui parce qu'on est dans une société qui s'informatise et qui se numérise de plus en plus, mais qui sont complètement dépassés par toutes ces choses-là. Actuellement, on a un très bel exemple. Normalement, jusqu'au 30 juin, on devait déclarer les bâtiments qu'on occupe à titre de location ou en tant que propriétaire. Et le gouvernement, déjà, alors, ils sont gentils. Ils ont cru que sans faire de pub, sans rien annoncer, que tout le monde allait s'inscrire automatiquement sur le site avant le 30 juin. Résultat des courses au 30 juin, les chiffres sont tombés, simplement 65% des gens avaient fait leur déclaration. Ils ont dû repousser cette date limite au 30 juillet. Ils caressent l'espoir qu'au 30 juillet tout sera réglé. Ils sont gentils. Résultat des courses, c'est que pourquoi il n'y avait que 65%? Parce que le reste, ils captaient absolument rien ce qu'on leur demandait. Ils savaient même pas comment il fallait faire sur site. Et vu que c'est une démarche numérique et que c'était obligé de le faire 100% en ligne, tout le monde les gens restants se sont retrouvés bloqués. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés dans le centre des impôts et ça a fait un débordement total du centre des impôts et ils sont ras la gueule actuellement. Voilà. Est-ce que 45% de la population ou 35% de la population était illettrée au niveau numérique? Je sais pas. C'est de la discrimination numérique. Ça, oui, il y a de la discrimination numérique, ça c'est sûr. Et moi, j'avais lu les pourcentages, ils estiment qu'il y a à peu près un tiers de la population mondiale qui sont hermétiques au numérique. Je parle pas de la France, je parle de la population mondiale. Mais les études scientifiques ont montré qu'il y a un tiers qui sera hermétique et t'auras beau leur enseigner, leur donner des cours et tout ça, ça leur passera au-dessus de la tête et ça continuera. C'est ça, tous séchés.
En fait, tout le monde essaie de se représenter un tiers de la population mondiale. Attends, ça fait quoi? Mais je peux pas leur reprocher ça, ces gens-là. Au contraire, je Ah pense non, que mais- peut-être c'est justement les personnes les mieux placées. Enfin, je sais pas les mieux placées, mais qu'en tout cas, ils vivent certainement bien mieux que nous, vous savez. Je pense vraiment que ce sont des gens qui ont vraiment tout compris, quoi. Je veux pas non plus diaboliser le côté numérique parce qu'il y a ses avantages, hein. Je suis le premier à en profiter, mais la vérité, c'est que franchement, ces gens-là ont vraiment compris qu'il y a des choses. Il y a autre chose qu'un Voilà. écran. Ouais. Mais oui, carrément. Je les rejoins là. Ça fait un an où tous les week-ends je décroche numériquement parlant. Hein, l'ordinateur est pas du tout allumé et je fais complètement autre chose. Et c'est vrai que ça change la vie. Alors maintenant, je suis à la bourre sur certains projets, mais il y a autre chose que des écrans. Et franchement, tous mes projets perso et tout ça, ils sont repartis au niveau bricolage. Et ça fait un bien, mais vraiment fou. Ah, moi, il m'est arrivé un truc assez étonnant, c'est je partais en voiture faire une balade et puis le GPS il tombe en panne. Pas T'as de découvert problème. les panneaux? T'as vu ce que c'était les panneaux? Les panneaux, non, mais donc j'étais avec un conducteur, je dis oh bon, y a pas de problème, on a la carte. Ça c'est la carte, mais comment on lit une carte? La carte CB, la routière, carte bleue? Voilà, c'est là il y a les routes et tout ça, il y a pas c'est sûr, il y a pas la petite voiture, faut se repérer et voilà. Et donc c'était un jeune qui était avec moi, il ne savait pas lire une carte routière. Bah oui. Et il était dépendant de son smartphone avec le GPS dessus. Et je trouvais ça étonnant. Oui, ben Ouais, on n'y c'est- pense pas. Mais pareil, il y a des technos que nous avons utilisés, hein, le vinyle, la VHS, le CD, que les générations là actuelles ne savent même pas ce que c'est. Pourquoi stocker la musique chez soi? Pourquoi avoir une copie numérique? Et oui, c'est vrai que la carte, c'est un bel exemple aussi. Ouais, non, mais c'est et surtout, quoi, nous, on est à peu près tous de la même génération, quoi qu'en dise Steve. Mais- C'est on a le tous plus connu vieux. les cartes, on a tous connu les cartes routières. Et de voir un jeune de 20 ans qui ne savait même pas ce que c'était qu'une carte routière et qui savait même pas la lire, c'était assez impressionnant. Bah, nous, la mise à jour, c'est vrai que la mise à jour des cartes, ça se faisait une fois tous les 5 ans ou 10 ans quand tu retournais en magasin et achetais une nouvelle carte, ouais. Voilà, ouais. Alors c'est sûr qu'il y a des fois, mais là la circulation, le sens de la circulation a changé, mais je lui dis ouais mais bon, sur les cartes routières, le sens de la circulation il est pas indiqué. Ouais, c'est vrai. Et les bouchons, ils sont où les bouchons? Mais n'empêche que si jamais un jour on a vraiment un gros problème avec Internet, avec les connexions et tout ça, c'est vrai que tous les anciens systèmes, tout ce qui a été remplacé, n'existe quasiment plus. Des cartes routières, en fait, t'en avais dans les stations-service qui étaient gratuites, c'était offert. Tout simplement, c'était un service et tu prenais ça comme tu prenais un journal gratuit. C'était payé par la station-service. Et c'était offert, c'était un cadeau. Tu avais les lignes téléphoniques qu'ils ont retirées plus ou moins à fur et à mesure, parce que maintenant le téléphone il va passer de plus en plus par Internet. Tu as des tas de choses, le câble pour la télévision, tu as les... Et t'oublies le principal, les services publics. Oui. Où en Bah, fait aujourd'hui ils ferment les uns après les autres, ils sont remplacés par des guichets informatiques. Ouais. Ben, les impôts, comme il vient de Voilà. te dire Cédric, mais si j'avais su, en fait, moi aussi, j'aurais foncé dans un centre des impôts, tu vois. J'aurais été encombré encore plus, j'aurais fait, j'ai pas d'ordinateur, comment je fais? Non, mais d'ailleurs, un truc tout bête, hein, normalement, tu peux déduire de tes impôts ce que tu as besoin pour pouvoir travailler et pour pouvoir payer tes impôts. Il me semble que c'est ça, hein. Donc, tu pourrais éventuellement déduire de tes impôts un ordinateur en disant j'ai dû acheter un ordinateur Non, pour je crois pouvoir que c'est déclarer mes impôts. plus. Non, je crois que c'est plus valable. Ça, C'est C'était plus valable il y a 10 ans. Non. Alors, il y a 10 ans, c'était pas acheter un ordinateur, c'était déduire les frais de connexion. Mais maintenant, c'est plus valable parce qu'ils considèrent que de toute façon, dans la vie de tous les jours, tu as besoin d'un ordinateur, enfin, d'un terminal pour te connecter à Internet. Donc, ils considèrent que c'est un bien standard. Donc, Très bien, faudrait Et peut-être bientôt que- la connexion internet fera partie des biens essentiels, des services essentiels à fournir, au même titre que l'eau et l'électricité. ils pourront pas, ils ils pourront pas te couper Internet. Voilà. Ils y arrivent déjà pas pour l'eau, alors il y a combien d'eau qui n'est pas potable maintenant en France? Enfin bon, allez,
Ouais. On passe à autre chose. Librement Linux, retrouvez-nous sur le salon Matrix qui s'appelle Librement Linux Podcast. Vous retrouverez plus de détails sur comment se connecter sur ce salon. Vous verrez, c'est gratuit, c'est pas piloté par Elon Musk. Tout va bien se passer. Plus d'infos donc dans le descriptif de cet épisode. Sur le site du ministère de la Santé, comment il s'appelle ? santé.gouv.fr, et un article de Numérama nous annonce la fin des mises à jour pour tous anti-Covid. Alors oui, c'est cette semaine, le ministère de la Santé a publié un communiqué pour nous dire que l'application Tous Covid créée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie liée au Covid-19 est encadrée par le décret 2020-650 du 29 mai 2020 est modifié, et à partir du 30 juin 2023, il n'y aura plus de mise à jour. Et ils réfléchissent à la suite de cette application. Donc l'application Tous Anti-Covid, pour tous ceux qui ne la connaissent pas, si vous n'êtes pas français, que vous écoutez depuis la Belgique, la Suisse, le Québec ou tout autre pays francophone, parce que je suis sûr qu'on est une audience internationale, l'application Tous Anti-Covid, c'était une application qui a été mise en place par le gouvernement pour traquer les cas de Covid. Donc on installait ça sur notre smartphone, on signalait quand on avait le Covid, et ça signalait à tous nos voisins qu'on était cas contact, et voilà. Derrière, c'était surtout qui était décrié par une partie des gens en France, c'était surtout pour nous suivre et nous traquer et collecter des données sur tout ça. Donc, il y a une partie qui ont refusé d'installer cette application-là. Voilà. Après, ils ont essayé de pousser encore un peu plus le trait pour forcer à utiliser cette application-là en mettant le pass sanitaire dans l'application Tous Anti-Covid. Donc le pass sanitaire, c'était ce qui nous permettait d'aller au concert, au cinéma, voir des pièces de théâtre ou dans tout événement public avec du monde. On avait besoin de présenter son pass sanitaire pour montrer qu'on était bien vacciné. Donc pour présenter ce pass sanitaire-là, il a été recommandé d'utiliser l'application Tous Anti-Covid. Voilà. Bon, une page se tourne. L'application qui a coûté quelques millions de développement à la France s'arrête. Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite, je sais pas, mais en tout cas moi je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'on nous débarrasse de ce truc-là. Alors moi je me demande qui est-ce qui l'a téléchargé parmi nous, et je tiens à signaler que c'était une application propriétaire quand même, hein. C'était pas open source. Si le code il est open source. Le code était open source. Une partie du code a été publiée en open source. Alors, je sais qu'il y avait eu un petit scandale. Alors non, au début, ça ne l'était pas, mais vu le levé de bouclier, c'est passé open source. Personnellement, moi, je l'ai pas installé. Ouais, il y a quelqu'un qui l'a installé là, parce que moi, personnellement, non plus. Hein. Du coup, il n'y a plus que toi, Cédric, en France. Hein. Ayant des problèmes de santé, je pouvais pas faire autrement dans le cadre professionnel, donc voilà. Après, moi, ce qui m'avait désolé à l'époque, c'est que je voyais une porte ouverte sur le carnet de santé connecté. Et d'ailleurs, quand ils commençaient à mettre les vaccins tous anti-Covid dedans, je fais la prochaine étape va pas être loin. Et tout compte fait, à ma grande surprise, ils arrêtent tout. Alors, est-ce qu'ils ont un autre projet en sous-marin ? Je sais pas. Alors, le carnet de santé numérique, il existe déjà, mais il y a des lois qui sont en préparation pour justement l'imposer, et la transmission des données médicales. C'est un sujet qui est toujours en tâche de fond et en réflexion de la part de nos politiques. Là aussi, ça fait très peur parce que quand tu vois que tout ce qui est CryptoLocker et tout ça, c'est les hôpitaux qui dégustent systématiquement, tu te dis « Oh mon Dieu, et là-dedans, il va y avoir mes données. » Ça fait très peur. Ça fait très peur. Et Steve, en Belgique, vous aviez quoi ? On avait en fait une application qui s'appelait comment, je sais plus. C'était certainement Tous anti-Covid une fois. Ouais. Putain, chips. Non, mais on avait une application similaire effectivement qui regroupait donc en fait en cas de comment, si t'étais malade, tu pouvais effectivement être un cas contact, et effectivement t'avais le truc passe.
Bref, j'ai jamais installé cette application non plus, je me suis jamais fait vacciner non plus, j'avoue franchement, parce que je trouvais que c'était très liberticide. Après, je pense qu'en fin de compte, on a été beaucoup plus vite finalement pour supprimer cette application, et je pense que même la Belgique ne sait même plus si en fin de compte elle a dû débloquer un budget pour ouvrir cette application, tellement que très sincèrement, je crois que dès qu'on a ouvert les portes en disant voilà terminé, vous pouvez sortir librement, je crois que l'application a disparu, mais littéralement de notre App Store, donc voilà quoi. Après, En Suisse, c'était Suisse Covid, mais je crois que dans le reste du monde, il n'y avait pas une application pilotée par les GAFAM, il n'y avait pas un si truc c'est comme ça justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que l'Allemagne, la moitié des pays européens avaient développé une seule application qui était compatible entre tous les pays, qui s'appuyait sur des solutions de Google. Et c'était open source alors du coup, non ? Je sais pas. Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que ça s'appuyait sur des services de Google et que la France a voulu faire cavalier seul. Alors, d'autres l'ont fait aussi, mais en développant sa propre application. Et souveraineté numérique. Alors à la fois c'était open source parce que de mémoire, il y avait plein d'applications derrière qui avaient été développées, notamment pour checker les QR codes pour savoir si ton certificat était bon ou pas bon. Et je me souviens dans l'application la open source, enfin dans le magasin d'applications open source, il y avait plein d'applications comme ça qui s'appelaient Covid Check ou un truc comme ça et qui permettaient donc de scanner le QR code. Bon. Et vous vous souvenez du nom qu'elle avait avant, l'application anti-Covid, parce qu'avant elle avait un autre nom. C'était comment ? Vous en souvenez ? Stop Covid, non ? C'était pas ça ? Je sais plus justement, je me pose la question. Je me souviens plus, non. Je me souviens plus. Non, ouais, j'ai un trou de mémoire. Mais effectivement, Stop Covid, ça me parle. Oui, c'était Stop Covid, c'est ça, c'était Stop Covid. Oui, c'était Stop Covid. Ouais. Stop Covid. Ah, les erreurs de communication là-dessus. Mon Dieu, c'était l'époque. C'était la belle époque. Est-ce que c'était mieux avant ? Bon. Allez, on va. C'était mieux à l'époque de l'âge de pierre, on pouvait pas importer des virus de Chine. À l'âge de pierre, ouais, en roulotte, ça faisait un peu loin, en effet. Allez, next. 51-25. Google va éjecter tous les médias du Canada pour éviter une loi jugée inapplicable. C'est un article publié par Numérama, je n'y arrive pas ce soir, et c'est le Tux Masqué qui va nous en parler. Oui, donc l'Europe a voté il y a quelque temps une loi qui s'appelait excusez-moi, petit trou de mémoire. Le droit voisin, voilà. Donc le droit voisin, c'était pour imposer aux GAFAM et aux grosses sociétés des réseaux sociaux, moteurs de recherche et tout ça, de rémunérer la presse sur les articles qu'ils publiaient sur leur moteur de recherche ou sur les réseaux sociaux. Donc on a voté ça en Europe, ça s'appelait le droit voisin. L'Australie, il y a un an je crois, a voté une loi qui impose aussi la rémunération des grosses sociétés informatiques, de la presse, pour que derrière ils rentrent dans leurs frais. Et le Canada a décidé de faire pareil, sauf que là les GAFAM ont décidé de faire sécession et de lutter contre cette loi-là. Et pour lutter contre cette loi-là, donc la semaine dernière, Facebook annonçait qu'ils allaient désindexer et retirer tous les articles de presse du réseau social. Et cette semaine, Google a décidé d'éjecter aussi tous les médias de ses résultats de recherche ou dans son Google News. Voilà. Tout ça pour éviter d'avoir à négocier et à payer les éditeurs. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que faut savoir que Google, Facebook et tout ça, ils se font quand même beaucoup de fric avec les gens qui vont lire la presse et en même temps voir les publicités fournies par Google, Facebook et compagnie au moment où ils lisent ça dans les flux de presse sur ces sites-là. Donc je trouve ça tout à fait normal qu'à un moment donné, les éditeurs, pour qu'ils continuent de publier des articles et payer les journalistes, ils soient aussi un peu rémunérés par ces GAFAM qui, eux, proposent ça gratuitement. Alors, gratuitement. Rien n'est gratuit, mais il semble gratuit pour les utilisateurs. Voilà. Oui. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense que en effet, je vais piquer le contenu des autres sites et je vais mettre tout ça sur un site avec ma pub à moi, tout ça, ça va être génial.
Et puis je vais empêcher le flux RSS de sniffer également je vais éviter de faire des flux RSS, comme ça les gens pourront pas regarder ce que je publie derrière. Non, c'est dégueulasse, donc j'ai envie de dire que de la gueule, Google. Allez, let's go. C'était beau ça. Après, moi, ce que j'espère, c'est que le gouvernement canadien ne va pas céder face à la pression de Facebook, de Google et des suivants, parce que je pense que Apple va faire la même chose dans pas longtemps, va résister et va pas revenir sur sa loi. Et après, derrière, et aux utilisateurs, je leur recommanderais, éviter de passer par ces plateformes-là, aller directement sur les sites d'information de vos médias, plutôt que de passer par des plateformes. Et abonnez-vous au flux RSS. Donc, chers médias, si vous nous écoutez, continuez à publier les flux RSS. Google vous a menti en disant que ça ne servait à rien. C'était un beau leurre et vous êtes tombé dedans si vous avez enlevé le flux RSS. Remettez-le. C'est un conseil que je vous donne. Et je donne ce conseil-là aussi à tous les blogueurs qui utilisent des sites WordPress, Drupal et compagnie, de pas désactiver les flux RSS, s'il vous plaît. Laissez-les. Moi, j'aime bien suivre les sites directement à travers leur site RSS. Leur flux RSS. Ouais. Steve, les flux RSS, tu nous résumes un peu en 2 secondes ? Non, là, j'ai décroché, je vous avoue, franchement, mais c'était très intéressant. J'en étais sûr. Je suis désolé. Mais t'as quel âge ? Oh putain, moi, mais je suis un peu trop vieux pour tout ça. Moi, j'ai complètement. Ouais, non, voilà. Mais on va le réveiller avec l'article suivant. Je suis sûr, ça va le faire tilter. Ouais. Allez, vas-y. Allez, next. Vous pouvez faire un PDF grand comme 1/3 de l'Allemagne. Vous voyez la superficie de l'Allemagne ? Ben voilà, 1/3. Et c'est plus grand que la Belgique. C'est un article de Numérama que le Tux Masqué nous propose. Voilà, donc en fait Numérama dans un article, alors c'est pas une nouveauté et tout ça, c'est assez vieux. Depuis, alors le PDF, pour petit rappel, c'est un format qui a été créé par Adobe il y a quelque temps, j'ai plus la date en mémoire. Et au départ, c'est un format ouvert, mais qui était piloté par Adobe, et c'était lui qui faisait évoluer la norme. Et donc jusqu'en 2008, où ce format a été normalisé avec l'organisme de régulation ISO. Donc aujourd'hui, c'est un format géré par l'ISO, et il évolue continuellement avec des versions qui continuent d'être publiées. Aujourd'hui, on est à la version 2 du PDF. Mais il faut savoir qu'à partir de la version 1.6, on était capable de générer une image que, si vous imprimez sur une feuille de papier, pouvait être aussi grande que 1/3 de l'Allemagne. Je sais pas si vous imaginez une feuille de papier aussi grande que 1/3 de l'Allemagne. C'est dû à combien ? Alors ça, je sais pas, c'est dû à allemand. Et voilà. En tout cas, tout ça, c'était juste pour dire que la Belgique, c'est un petit pays et que ça peut être couvert par un format PDF, c'est ça ? Ouais, bah alors après, moi, la question que je me pose, c'est que le fichier PDF qui génère qui permettrait d'avoir un papier aussi grand que ça, il fait quelle taille ? C'est ce que j'allais quand même vous poser comme question, déjà. Est-ce qu'il fait le poids de la Belgique ? Oh putain, c'est pas vrai quoi. Chips. Non mais c'est vrai que imaginez le truc quand même quoi. Vous avez un foutu fichier quand même qui vous permet effectivement, si vous l'imprimiez, de pouvoir justement en tout cas couvrir la superficie de la Belgique. Déjà c'est déjà pas vilain, j'ai envie de dire. Mais quel genre de PC serait capable, et déjà à partir de quel moment en fin de compte tu cliques pour ouvrir le fichier, à quel moment tu peux revenir devant le PC pour pouvoir consulter le document déjà. Tu vois, déjà, et puis en même temps, je sais pas, mais c'est le gars qui commence certainement sa carrière à 18 ans en tant qu'employé de bureau pour consulter un document et qui finit à 67 ans, parce qu'il fait un supplément chez nous en Belgique pour obtenir sa pension, pour pouvoir terminer la consultation de ce même document. C'est pas possible autrement, quoi. Et combien de RAM il faut pour charger le PDF en mémoire pour pouvoir le consulter ? Je sais pas, justement, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, pour vous dire que les gens qui ont fait la norme PDF, ils ont pensé à faire une norme qui permet d'avoir un document tellement grand qu'on n'arrive même pas à s'imaginer comment l'ouvrir et comment le consulter. Et si tu modifies le document PDF que tu as ouvert ? Deux siècles plus tard, tu as enfin possibilité de le sauvegarder. C'est un truc de fou, quoi. Et vous ne coupez surtout pas le courant lors de l'enregistrement du PDF. Carrément.
Bon, faut pas qu'il y ait une guerre entre la Russie et l'Ukraine alors. Ah, trop tard. Allez, notre sélection des sorties de la semaine. Il y a beaucoup de sorties. Linux kernel 6.4, c'est ça, entre autres? Oui, le noyau Linux 6.4 qui est sorti cette semaine. Alors bon, la liste des nouveautés, je vous inviterai à consulter l'article dont le lien est dans le descriptif du podcast pour avoir la liste exhaustive. Mais sinon, grosso modo, du nouveaux périphériques qui sont reconnus et intégrés au noyau, ainsi que de l'amélioration des performances et tout ça. Et si vous nous aviez écouté, je sais plus quand, le langage Rust qui est de plus en plus utilisé pour écrire le noyau. Je crois que c'était dans le podcast en mode libre qu'on en avait parlé déjà. Oui, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Ouais. En tout cas, c'était pas celui de la semaine dernière, mais c'était il y a peut-être 2 ou 3 numéros. Ouais. Blender. Alors Blender 3.6 LTS qui est sorti le 27 juin 2023. LTS parce que c'est une version avec support à long terme, donc qui va être supportée pendant 2 ans, qui aura donc des mises à jour pour apporter des correctifs pendant toute cette période-là, contrairement aux autres versions qui sont valables que 6 mois. Dans les nouveautés, il y a des nouveaux outils dont certains permettent de faire de la virtualisation, des améliorations des workflows, comme ça. Bon, je suis pas spécialiste de Blender et de l'infographie 3D, mais en tout cas, il y a pas mal de choses et je vous invite à regarder les vidéos pour l'annonce de cette nouvelle sortie parce qu'ils font des choses quand même relativement belle et les studios Pixar et compagnie, je me demande des fois si c'est pas du Blender qu'ils utilisent parce qu'on a un niveau de graphisme avec Blender et sur les vidéos qu'ils nous présentent qui est quand même digne de Pixar. Très bien. Le centre multimédia Kodi qui passe en version 20.2 nom de code Nexus qui est sorti ce jour même, donc le 2 juillet 2023. Pas de grandes nouveautés, c'est une version qui apporte plusieurs correctifs. Pareil, donc pour avoir le détail, je vous invite à consulter les notes de version sur le site de Kodi. Et n'oubliez pas de redémarrer votre Raspberry Pi si vous voulez appliquer cette mise à jour aussi. Voilà, c'était la petite astuce technique. On passe à la suite ? On passe à la suite. Et tout de suite, le bulletin météo sécurité. Alors aujourd'hui, je vais pas vous faire un zoom sur une CVE parce que en fait, j'en ai pas trouvé une qui pouvait plus claquer que les autres. Alors ce que je me suis dit, allez, je vais faire une checklist rapidement de ce qui s'est passé cette semaine. Des noyaux Linux concernant SUSE, Ubuntu, Red Hat, les produits IBM, Microsoft Edge, Elasticsearch, GitLab, MongoDB, quoi ça? Synology, oui, les NAS, encore du noyau Linux, des produits IBM, bref, voilà. Si vous êtes dans la liste, consultez vite les CVE et mettez à jour vos produits, vos logiciels. Bref, ça va faire du bien pour la sécurité. Le papotage final. Bon, de qui on dit du mal? Windows? Outlook? Zorin? Messieurs, concentrez-vous bien, parce qu'on va parler de vous. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine? Ou si vous avez envie de parler d'autre chose, c'est le moment. On va commencer avec le roi de la chips belge, Vico. Steve, pardon. Je vais pas y arriver. Ah, j'en peux plus. Ouais, là, j'en peux plus. Je crois que je vais passer toute ma semaine à réfléchir à trouver une vanne qui va vous déglinguer, surtout toi Cédric, pour la prochaine fois. Non, je plaisante. Mais non, en fait, qu'est-ce que je fais ces derniers temps? Ah ouais, je suis en train de me bagarrer pour trouver une superbe distribution Linux pour le orienté gaming. Voilà, après, pour le reste, je suis déjà en train de travailler pour le prochain billet d'humeur de la semaine prochaine. Voilà. Très bien, merci. Et toi, l'ami Linux, dis-nous tout. Eh ben, moi, j'ai été embêter quelques développeurs de jeux pour leur demander s'ils allaient vendre leurs jeux sur GOG. Et puis, ça a l'air de fonctionner quand même. Voilà, j'ai pas encore demandé la version native Linux, mais ouais, il y a des gens qui sont intéressés. Bon, faut que je leur explique quand même que ça représente GOG, ça représente quoi, 2-3% de leur vente. Donc
Je vais pas être malhonnête, je vais quand même leur dire, mais bon, je vais leur dire avant que c'est vachement bien, que c'est sans DRM et tout. Voilà. On verra. Très bien. Pensez à acheter vos jeux sur GOG. C'est quand même vachement mieux de savoir que vous n'avez pas besoin d'avoir un lanceur pour pouvoir utiliser votre jeu qui va passer à travers ce lanceur pour être utilisé. C'est quand même mieux d'avoir un truc sans DRM que vous téléchargez sur votre ordinateur, non ? Je sais pas même si jamais un jour d'ailleurs ils sont en train de faire des travaux et que vous avez plus la connexion à internet, je sais pas, un week-end, voilà, et vous pourrez quand même utiliser ce que vous avez sur votre PC, même si ça va être dur d'être sans internet pendant un week-end, mais bon, ou même pendant un déménagement, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment bien d'acheter des jeux sans DRM. Voilà. Très bien. Et toi, le Tux masqué, qu'est-ce que tu nous prévois ou qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pour l'instant, je prévois pas grand-chose. Surtout, je prépare les vacances, parce que c'est à la fin de la semaine, c'est les vacances scolaires qui commencent pour les enfants. Oui. Non, pas grand-chose. J'ai plusieurs articles qui sont en préparation sur mon site numetopeur.fr, mais ils sont encore en préparation. Ils sont pas encore prêts à être publiés. Très bien. Bon, parfait. Écoutez, on va... Et toi, qu'est-ce que tu nous prévois ? Alors moi, je vais prévoir des vacances bien méritées pendant 15 jours, là. On va essayer de s'occuper de la petite famille. Et puis, non, rien de transcendant. J'essaie de me remettre petit à petit sur les projets. J'avais laissé en plan la domotique. Je sais, j'ai laissé plein de monde sur le bord de la route. Donc, je vais essayer de reprendre ça calmement et gentiment pour tout le monde. Voilà. Un beau programme, comme dirait l'autre. Beau programme, oui. Ouais, très bien. C'est là-dessus qu'on va terminer ce chapitre de Librement Linux. C'était le numéro 4 déjà. Hein, waouh. Rendez-vous au prochain numéro. On fait comme ça ? Oui. Ouais. À la prochaine. Ouais, la semaine prochaine, évidemment. Bon, en tout cas, on vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur le Salon Matrix Librement Linux, que vous retrouverez plus d'infos dans le descriptif de l'épisode. On vous donne donc rendez-vous dimanche prochain ou dans la semaine, hein, en podcast, en replay, comme diraient certains. Non, il n'y a pas de direct, c'est simplement un podcast. Voilà, vous l'écoutez quand vous le souhaitez, comme vous voulez. Donc, on vous souhaite une excellente écoute et j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, on vous donne rendez-vous au prochain numéro. À bientôt, les gars. Bye bye. Salut. À bientôt. Bye bye. Allez, salut, bande de moules.